Bonjour à tous, merci d'être Bonjour. venir écouter ce retour d'expérience. Euh, Retour d'expérience de groupe Le Triangle. Donc, qui connaît le groupe Le Triangle? Ok, ok, d'accord. Bon voilà, c'est tout. Je vais pas spoiler ma première question à Thibaut. Euh, donc, Thibaut, si peut-être te peux te présenter. Donc, hein. Bonjour, donc Thibaut Chevalier, je suis directeur de la transformation du Triangle depuis un peu plus de 2 ans maintenant, euh, après avoir été consultant sur la partie découverte. Voilà, donc de mon côté, Philippe Geoffroy, donc j'appartiens à Nagaro. Et rapidement, avant de partir de l'essentiel et le triangle, parce que je pense que Nagaro n'est pas encore assez connu, donc l'occasion de dire qui est Nagaro. Donc on est exposant sur le stand SAP. Donc on est une ESN, hein, en bon jargon français, qui accompagne la transformation IA des entreprises avec un portfolio de services assez large. On est plutôt connu en France sur nos capacités à intégrer, à piloter des projets de transformation avec sur des clients ETI industriels dans le monde SAP, mais on ne fait pas que ça. Et en particulier, ça nous parle ce salon, puisqu'on a vraiment vocation à amener des solutions de bout en bout, hein, du capteur, de la logistique jusqu'à l'agentic AI aujourd'hui. Et donc, si vous voulez après passer, on vous montrera comment on parle le double discours OT-IT et qu'on arrive à converger. Il y avait beaucoup de conférences hier sur le thème de la convergence OT-IT et c'est des choses que l'on fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est le triangle. Ma première question à Thibaut, il y a finalement un champion caché, là, le triangle, dans le monde de la transition énergétique, du photovoltaïque. Vous voyez, moi, je ne connaissais pas non plus. Et donc, la question, qui est ce champion français, le Mittelstand du Mittelstand allemand, et que fait le triangle, en fait? Donc, Donc le Triangle, donc fondé dans les années 90 par Gilles Dehec, vous voyez à droite sur la photo, qui était aviculteur, qui un jour s'était dit que finalement c'était aussi bien s'il faisait aussi lui-même ses bâtiments. Donc il est devenu charpentier métallique. Et puis un jour, il s'est rendu compte que on pouvait éventuellement financer du bâtiment avec le photovoltaïque. Et donc, il a commencé à installer dès les années 2000 sur ses bâtiments du photovoltaïque. Euh, Comme il est de métier agriculteur, un des sujets principaux, c'était de réussir finalement à financer les bâtiments. Parce que là, l'agriculture en France a un sujet quand même de capacité d'investissement, avec des acteurs très fragmentés, pour l'essentiel des TPE. Et donc, petit à petit, avec presque 15, 20, 30% de croissance par an ininterrompue, on arrive maintenant à peu près 1000 salariés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Et on fait entre 2000 et 2500 projets par an. On est capable de faire du bout en bout. Donc depuis le besoin client, la conception, la production en usine, la logistique associée et les phases de montage. Donc c'est un groupe hybride entre du BTP et de l'industrie. Avec aujourd'hui, et c'est aussi la question d'après, c'est deux grands piliers ou deux grands chantiers à travailler. C'est l'industrialisation, parce qu'en fait on fait quasiment que de la fabrication sur mesure. Donc 2500 projets sur mesure par an, ça devient vite assez complexe à traiter. Donc on a quand même pas mal de travail de fond sur l'industrialisation des projets. Et le deuxième aspect, c'est que c'est une société c'est un groupe qui représente une trentaine de sociétés opérationnelles qui ont un système d'information fragmenté et qui interviennent toutes ou presque sur la chaîne des projets. Et donc traiter un projet qui concerne 30 entités sans système unifié, ça devient vite assez complexe et ça peut créer beaucoup d'insatisfaction. On a la chance de travailler avec l'agriculture et les agriculteurs sont très patients.
On s'est aventuré à travailler avec la grande distribution, qui était mon métier d'avant. Ils sont beaucoup moins patients. Donc ça crée aussi une obligation à améliorer l'opération et vraiment à respecter ses engagements. Et ce qui est très difficile dans l'architecture actuelle. Alors, tu voulais que je te pose la question plus tard, mais je vais te la poser quand même quand on a préparé, parce que maintenant, parce qu'on est sur Tech for Industry. Et on est dans une ETI française. Hier, en ouverture, le patron de Schneider Electric dit bon, ok, il y a du digital, mais le digital, la transfo digitale dans les ETI, elle n'est pas encore là. Hein. Il y a 60% des ETI qui n'adoptent pas. Et c'est un groupe familial avec un ancrage agriculteur. Donc, donc comment c'est perçu, avant qu'on rentre dans le détail, la technologie pour supporter l'industrialisation, l'innovation, la croissance, c'est sur les actionnaires, les managers. Donc, En fait, comme c'est un métier assez, je ne vais pas dire traditionnel, la charpente métallique, mais ce n'est pas un métier qui est hautement technique ou forcément industrialisé. Donc ça a été un gros sujet de commencer à lancer. On a construit une cellule R&D. On a changé un peu les modes d'organisation aussi pour commencer à travailler sur le fond, sur l'outil de travail. Et c'est aussi ce qui a fait émerger cette nécessité, finalement, de travailler sur le SI. Donc Gilles, que vous voyez là, n'est pas tout à fait friand de la technique. Par contre, il est tout à fait friand du résultat. Et donc, assez rapidement, quand il a commencé à devenir de plus en plus exigeant aussi sur le suivi de l'opération, la rentabilité, la projection, rapidement, on s'est confronté, enfin, ils se sont confrontés au fait que on n'avait pas vraiment les outils pour ça. Donc, d'un sujet qui était finalement un sujet non prioritaire, c'est devenu un sujet prioritaire. Et ça l'est d'autant plus que si on veut continuer à croître, on arrive un peu à un plafond sur notre organisation actuelle et en termes de SI. Et on a un deuxième sujet avec la technique, c'est que historiquement, poser des panneaux, c'est pas très compliqué. Quand vous commencez à ajouter des installations avec des batteries, la gestion du stockage, la revente du stockage, la gestion de l'autoconsommation, la gestion des consommations, etc., en fait, on gagne aussi en technicité sur même nos marchés. Et donc, ça ouvre aussi ces perspectives-là, c'est de se dire que on ne peut pas délier la technique et la technologie de nos opérations maintenant. C'est devenu un sujet important. ok. Alors, une autre question avant de parler de ton projet d'Axone, hein, pour spoiler un peu. Il y a, on voit, hein, qu'on constate, nous, Nagarro, quand on travaille dans ce milieu industriel, que c'est quand même compliqué, hein, en particulier pour des ETI qui n'ont pas la taille, les moyens humains, financiers de concilier hyper croissance et en même temps de repenser ces business models, de se réinventer en permanence. Là. Finalement, ça marche. Il y a toujours cette cible à dire, il y a à 2030 1 milliard de chiffre d'affaires. Il y a une recette à partager aussi, ou comment croître à vitesse grand V et en même temps revoir ses process, son organisation, ses outils, ses people en permanence. Hein, donc, l'aspect, en tout cas, qui a été plus difficile pour moi en tant que manager de la transformation, c'est que comme l'entreprise a cru très rapidement, les dirigeants et les collaborateurs ne se rendent plus compte en fait de leur taille actuelle. Et donc, on conserve encore un peu cette mentalité PME du coin. Finalement, c'est pas très grave si on n'est pas tout à fait carré sur tel ou tel sujet. Et parce qu'on oublie que maintenant, on est un groupe qui fait 1,5 milliard. Et donc, les autorités, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires dans l'ensemble et nos salariés, eux, s'attendent à un certain niveau d'exécution, à un certain niveau de rigueur, que d'une certaine manière, on ne traitait pas. Les processus, c'est pareil, des processus fragmentés, pas unifiés, pas forcément efficients. C'était pas très grave parce que on était tous à portée de main et à portée de voix, donc on arrivait bien à gérer ça comme ça. Et là, ça commence à devenir un frein. Cette mentalité est en train de changer. Ça demande beaucoup
de discussion aussi, en particulier avec les directeurs de filiales, qui, à leur échelle, ont peut-être 20 ou 30 personnes. Donc finalement, pourquoi on irait se compliquer la vie, pourquoi on irait se processer. Et l'autre aspect, c'est que cette croissance fait qu'on a l'impression que ce type de projet, finalement, c'est pas pour nous, quoi. C'est que c'est des sujets un peu trop grands, un peu trop compliqués, on n'en a pas vraiment besoin. Donc on a ce double aspect qui est à la fois démystifier un peu ces projets-là et de bien faire prendre conscience à tout le monde qu'on a une absolue nécessité à améliorer notre opération si on veut tenir sur du temps long, et que sans faire ça, on ne respectera pas la volonté de notre fondateur, qui est en l'occurrence de continuer à croître. Si Gilles avait dit on s'arrête à 400 millions, on reste comme ça, on s'arrange, bon, on n'aurait peut-être pas la même discussion, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Donc ça implique quand même d'avancer sur ces process, d'avancer sur ces orgas. On a changé aussi l'organisation en interne, des bureaux d'études, la R&D, etc., pour adapter l'entreprise en prévision aussi de la mise en place de ce type d'outils. Ok. Alors, donc le teasing est fait. Donc, je pense que tout le monde veut savoir les fondamentaux du projet Axone. Bon, voilà, Axone, donc, projet de transformation majeur, hein, donc, chez Le Triangle, qui s'accompagne par la mise en place d'un ERP nouvelle génération, en l'occurrence SAP Public Cloud, mais pas que, hein, avec toute la suite étendue pour voilà, donc ça incarne c'est un projet ERP, c'est pas un outil IT qu'on met en œuvre, mais c'est vraiment une entreprise qu'on transforme. Alors du coup, j'ai repris une anecdote avant de te laisser la main pour décrire Axone. C'est Cyril, le DG, qui nous décrivait lors d'un dernier comité de pilotage, donc, où j'ai la chance, moi, d'accompagner en tant que sponsor le projet, qui disait wow, Philippe, un projet ERP, c'est destructif, hein, tu me demandes de changer une usine, de déplacer, ça je sais faire, de changer les process de l'entreprise, c'est une autre affaire. Donc voilà, donc ce projet Axone, c'est quoi, c'est le pourquoi, son ambition. Est-ce que tu peux nous décrire finalement l'avant et les ambitions du projet? Donc, un des sujets de fond, hein, c'est que c'est de pouvoir respecter notre client. Aujourd'hui, on est clairement dans un mode de fonctionnement où on est incapable d'arriver à mener un projet de bout en bout avec, on va dire, des aléas raisonnables. En fait, les aléas, une grosse partie, c'est nous qui les créons nous-mêmes à cause de notre organisation. Essentiellement parce que un projet va faire intervenir à la fois le commerce, le BE, la prod, la log, etc., et que tout ce monde-là ne parle pas le même langage, n'a pas réussi à prendre conscience des contraintes de ses voisins pour travailler différemment. Donc, avant même le sujet de l'ERP, on a d'abord commencé à travailler là-dessus. C'est-à-dire vraiment déjà commencer à traiter les données d'entrée, les données de sortie, qui fait quoi, l'étendue des responsabilités, de reconstruire un peu les périmètres entre les sociétés qui sont les porteuses de projets, qui développent les projets pour les clients et qui ensuite gèrent les travaux, et les sociétés de support, notamment notre société industrielle. Et cette clarification déjà dans l'organisation et dans les processus a déjà apporté une première couche de facilitation entre guillemets de l'opération. Ça a aussi diminué considérablement le taux de friction, puisque du coup c'est quand même beaucoup plus harmonieux quand on parle tous le même langage que quand chacun considère ses contraintes et pas celles des autres. Donc on a mis en place un certain nombre de process. On a essayé aussi, parmi les sociétés opérationnelles, de trouver une orga qui est relativement homogène entre les différentes branches, en supprimant en fait quelques décalages, ou quelques décalages culturels essentiellement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de justification à ce que les gens fonctionnent de manière différemment s'ils font le même métier. Donc tout ce travail-là, ça demandait quand même essentiellement du change, essentiellement de la politique aussi, accessoirement, puisque comme toute bonne société familiale, forcément, on a des gens qui sont là depuis le tout début, et avec qui il faut travailler ce changement-là. Et avec quand même pour ambition de pouvoir se dire à n'importe quel moment de la journée où est-ce qu'on en est.
parce qu'à la fin, c'est quand même un peu ça. Et de se dire à la fin du projet, est-ce que j'ai gagné de l'argent ou est-ce que j'en ai pas gagné? Bon, là aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à faire ça. Et donc cette première phase de rationalisation des process, de réorganisation, qui continue pendant le projet ERP d'ailleurs, parce qu'on continue à s'ajuster un petit peu, c'était assez essentiel. Et c'est un peu l'inception, l'origine de ce projet, c'est surtout ça, c'est de réussir à harmoniser un peu, et à rendre un peu le sourire aux opérationnels. Et tu évoquais aussi, on a commencé à en parler du coup de l'impact sur la structure managériale, sur le rôle des managers. Donc, voilà, le RP décilote, tu l'as évoqué, là, ça impacte la structure, les responsabilités. Il y a une logique aussi qui me plaît, si tu peux élaborer, de dire on passe d'un management un peu à l'intuition, dans le savoir-faire des plus anciens vers une logique de déduction, de pilotage par la donnée, hein, qui n'est pas naturelle. Et puis en même temps, de mettre en place des nouveaux outils qui sont, pour prendre ton expression, des game changers, comme un configurateur, hein, de dire finalement mon bâtiment il est sur mesure et tout est configurable. Donc comment toutes ces contraintes, hein, sont gérées chez le Triangle? Et je pense que si tu parce qu'on l'a vu tout le temps que derrière, voilà, c'est avant tout une conduite du changement, une évolution, faire grandir les gens, intégrer de nouveaux collaborateurs. Donc c'est quoi le combo intelligent? Il n'y a pas de Congo gagnant, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'efforts de bien faire prendre conscience à tout le monde de ce changement, en fait. Hein. Pour prendre, alors je ne veux pas faire de raccourcis, mais on était beaucoup dans des organisations où c'est Jean-Claude qui sait que c'est comme ça que ça se passe. Et que ça, quand vous gérez des projets de cette ampleur, ça devient très 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 difficile. Et en fait, ça crée beaucoup de friction, beaucoup de souffrance aussi, hein, pour les collaborateurs qui finalement ont l'impression de ne pas pouvoir exécuter leur travail correctement. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, surtout sur l'intérêt humain de ce type de changement. Pour les managers et pour les directeurs, c'est inconfortable. Parce que du coup, petit à petit, forcément, il y a pas mal de choses qu'on déterre, qui étaient un peu cachées dans les méandres de l'opération, ou des informations qui passaient un peu sous couvert. Donc c'est assez inconfortable pour eux. Certains s'y adaptent rapidement et comprennent bien l'intérêt de cette transparence et de pouvoir démontrer en fait la qualité de leur travail. D'autres, c'est un peu plus long. La friction, enfin en tout cas le frein naturel, c'est surtout de dire oui, mais bon, finalement ça marchait bien comme ça, donc pourquoi on vient me chercher pour savoir pourquoi j'ai gagné 4 points de marge de plus à l'endroit A plutôt qu'à l'endroit B. Bon, ça fait partie du challenge, ça fait partie des difficultés. On a aussi des gens qui sont partis naturellement parce que l'augmentation entre guillemets des demandes, hein, et d'exigences en fait sur le respect des process et sur les orgas, c'est pas adapté à tout le monde. Donc on a aussi des gens qui ont changé de poste ou qui sont simplement partis parmi les directeurs parce que ils n'y trouvaient plus leur compte, et on peut très bien comprendre. Et dans l'ensemble, pour l'instant, ça se passe de manière plutôt harmonieuse et assez simplement. Alors, tu parlais justement de friction. Alors, effectivement, chez Nagarro, quand on accompagne les clients dans leur transformation, en particulier accélérée par l'IA, on aime à identifier les types de friction sur les hommes, sur les people, sur les process, sur les systèmes. Donc, aujourd'hui, si tu peux détailler, c'est quoi tes plus grandes frictions et comment on transforme finalement ces frictions en flux de données intégrés où tous les services, tous les people travaillent ensemble, hein, donc pour vous donner un peu de contexte purement IT, aujourd'hui on a une centaine de bases Sage 100 PME, donc, qui sont pas de référentiel en commun. Donc pas de base tiers en commun, pas de base article en commun. Enfin c'est vraiment la foire, pour le dire simplement. Donc l'essentiel du sujet aujourd'hui, c'est l'absence de visibilité sur les projets, tout simplement. Et c'est ce qui crée tout le reste.
parce que ça crée de l'incertitude, parce que ça crée aussi des raccourcis d'analyse. Donc on met des gens en difficulté qui peut-être ne devraient pas l'être, tout simplement, à défaut d'informations suffisantes. La majorité des processus, et ça on l'a vécu pendant aussi les premières discussions avec Nakao, pour discuter du process, encore faut-il qu'il soit écrit, encore faut-il qu'on sache lequel il est. Et ça c'est pareil, c'est un aspect qui est non négligeable, et je pense qu'un des sujets avec les ETI, c'est qu'on est un peu on a la difficulté d'avoir des niveaux de complexité assez élevés, mais pas toujours les marges de manœuvre suffisantes en termes d'humains pour traiter ces sujets-là. Et donc, par exemple, mon équipe et moi, là, on est 5. Une grosse partie de notre travail, en fait, c'est déjà de formaliser et de réfléchir aux processus qui sont dans les différentes boîtes, parce qu'on se rend bien compte que personne n'a vraiment conscience de ce qu'il fait, en réalité. Donc ça, c'est un aspect qui est assez lourd dans le travail. Et le dernier aspect, c'est ce que je disais, c'est que on ne peut pas être exigeant avec nos collaborateurs si on ne donne pas les outils pour travailler. Et en fait, l'outil, c'est la finalité d'avoir mis un process en place, etc. On donne l'outil pour pouvoir exécuter ce process. Aujourd'hui, il n'y a ni le process ni l'outil. Il n'y a aucune logique à aller venir chercher un salarié ou un cadre ou un directeur parce qu'on a des difficultés opérationnelles si finalement il a assez peu de marge de manœuvre sur son quotidien. Donc c'est notre quotidien, c'est ça. La boîte s'est construite comme ça. Tout un tas de sujets se sont autodécidés à un moment donné. C'est retombé comme des osselets au sol. On dirait que ce sera comme ça. Et tout ce travail-là de vraiment repasser parmi les opérationnels un par un et de formaliser leur travail, de réussir à réfléchir à leur travail, de leur faire réfléchir aussi, leur sortir la tête de l'eau de temps en temps. C'est la partie d'ailleurs la plus intéressante du boulot en réalité, mais c'est ce qui est le plus chronophage et difficile. Ok, et pour témoigner, je trouve que c'est assez exemplaire parce que de réussir à chaque fois à adapter les curseurs sur j'adopte une best practice SAP à standard parce que c'est ça qu'une ETI veut par inventer la poudre systématiquement, mais quelquefois de ne pas avoir peur de pousser des solutions à leurs limites, des capacités. On parlait du configurateur, de dire aujourd'hui je vais être capable de configurer dans SAP nativement mon bâtiment complet sur mesure et d'assumer tout ce que ça veut dire dans tous les flux qui en découlent. Et donc voilà, donc un trade-off en permanence. Alors, juste pour... Après, donc on était sur le Tech for Industry. Alors, on va enchaîner sur le point de la transfo, et sur ce slide-là, peut-être de parler aussi, de reprendre un peu de hauteur sur les bénéfices attendus. Tu as parlé déjà de visibilité, de désiloter, mais voilà, faire un highlight sur qu'est-ce qu'on recherche à l'issue de ce projet et comment ça va y aller crescendo là, dans la performance. Dans ce que je n'ai pas mentionné, il y a 2 points. Il y a un point d'attractivité. Je pense que c'est important de démontrer aussi à nos partenaires et même à potentiellement soit des prospects, soit des candidats potentiels à entrer dans la boîte, qu'on est capable d'investir pour se transformer. Je pense que c'est important. C'est important aussi en termes d'image, de professionnalisme, de dire voilà, on a fait l'effort de mettre les moyens nécessaires à la mise en place d'un projet de cette envergure. Et il y a un autre aspect, c'est de se préparer à l'avenir. Aujourd'hui, la structuration des données et la qualité des données, c'est assez essentiel, surtout pour ce qu'on va voir émerger dans les années à venir ou ce qu'on voit déjà émerger. Donc le premier fondamental, c'était de poser ces bases-là, d'être sûr qu'on soit bien assis sur des données structurées, de bonne qualité, des process qui soient efficients, parce que c'est ensuite ça qui nous permettra de mettre des briques IA ou autres intelligemment. Et de ne pas poser l'IA sur finalement du sable en fait. Voilà. Là, l'objet, c'est vraiment d'avoir des fondations solides à la fois pour les sujets opérationnels et pour la mise en place de l'IA par la suite. Ok. Alors, du coup, pour évoluer, là, donc, on voulait aussi partager là, un retour en sortant un peu d'Axone et voir un peu l'Axone du futur. Sur un peu l'avenir de l'industrie.
Donc, on avait la chance de participer ensemble à une learning expédition qu'on avait co-organisée Nagaro et SAP à la Neuve-Messe sur les terres de l'industrie 4.0 où tout est né. Hein. On voulait partager un peu nos regards croisés sur ce qu'on a vu à la Messe et le confronter ici. Moi, mon constat quand on était ensemble à la Messe, c'est que il y a plus de 10 ans d'industrie 4.0 derrière nous, de French Fab avec un décalage, mais qu'est-ce que ça reste complexe. Hein. Donc voilà, parce qu'on voit que mine de rien, on a beaucoup travaillé sur l'ouverture des systèmes, l'interopérabilité, mais de rendre tous ces systèmes interopérables, c'est pas encore la réalité. À quel coût, en particulier pour des ETI, de décloisonner et le ROI, il n'est pas encore là. Ce qu'on a vu aussi à la Messe, c'est que l'agentic AI, elle est partout, confrontée aussi ici. On a vu les robots humanoïdes, hein, je regarde William, je sais que c'était aussi ça sur Avivatech la semaine dernière, donc des robots humanoïdes qui arrivent dans les ateliers. Et puis, on l'évoquait aussi, il y a une forme de nouvelle convergence entre l'informatique industrielle et l'IT. Voilà, on l'évoquait hier, à un moment donné, toutes les couches d'ISA 95, tout ça, c'est en train d'exploser en vol. On peut vraiment connecter des informations au plus près du terrain et déclencher de l'agentic AI hyper réactive. Et du coup, c'est toi ton regard, tu as eu aussi la chance de participer à Sapphire, qui est le grand événement des SAP. Et quel est ton lesson learned finalement de Sapphire de Messeux, et comment tu comptes infuser ce que tu as vu dans le projet Axon déjà avant le démarrage et après le démarrage. Donc j'ai eu la chance d'aller au Messeux. Déjà c'est un mastodonte, hein. Enfin, c'est vraiment énorme comme salon. Donc il y a de quoi y passer un bon moment et être époustouflé avec les robots et la tech. Suite à ça, j'ai réussi pour Sapphire, j'avais mon directeur général qui était avec nous, donc pour la présentation des SAP. Ce qui est très intéressant, je pense, dans le passé, j'étais contrôleur de gestion, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant longtemps avant. Et ce que je trouve intéressant avec l'émergence de ce type de technologie, que ce soit les LLM, l'agentique, etc., c'est que ça permet quand même de redonner le pouvoir d'analyse, ou en tout cas les outils d'analyse aux utilisateurs. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps, un peu à l'ancienne, à devoir faire des extractions, des comparaisons, expliquer aux gens comment on utilise un cube, etc. Bon, là, on démystifie tout ça, ce qui pose d'autres challenges aussi, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut devenir plus exigeant auprès de nos managers et de nos directeurs. Ça veut dire aussi qu'on redonne du pouvoir potentiellement d'analyse aux collaborateurs, un peu à tout le monde. Ce qui veut dire qu'on va forcément avoir des évolutions dans les profils de collaborateurs dans les années à venir. Et peut-être qu'un collaborateur ou un manager qui était efficace il y a 5 ans, on aura peut-être plus d'exigences en termes de suivi, d'analyse, etc. aujourd'hui. Parce que cette accessibilité, on va dire, des outils est bien supérieure. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça va faire disparaître quelquefois cette impression qu'on peut avoir dans les systèmes de gestion de passer notre vie à faire des clics et de pouvoir exécuter quand même de manière beaucoup plus fluide un certain nombre d'actions. Il y a des présentations intéressantes chez SAP d'automation et d'automatisation. Vous voulez mettre une prime pour un salarié, vous n'avez plus 4 écrans à faire, vous avez une requête à écrire. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui devraient nous faciliter la vie en termes d'expérience utilisateur dans les années à venir, et c'est assez intéressant. Et le deuxième aspect, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'IA, ça fonctionne bien quand c'est pas construit sur du sable, hein, donc il faut quand même bien se préparer à ça. Dans les challenges, hein, c'est ce que je mentionnais ce matin au petit-déj, un des challenges, c'est de se dire si on veut déléguer à l'agentique un certain nombre de responsabilités, déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une réponse correcte. Or, il y a tout un tas de process dans lequel le jugement humain on ne connaît pas les règles, il est incomplet.
Il y a tout un tas de process où parce qu'on est des humains, on va prendre des aspects de risque que ne prendrait pas une machine qui va le faire mécaniquement. Et l'autre aspect, c'est que pour l'instant, la technologie en tout cas qui existe remet assez peu en cause les données sur lesquelles elle est assise. Et donc il y a quand même un sujet de fond de s'assurer que les données soient précises et exactes. Et dans le cas d'une ETI comme la nôtre, où il n'y a pas du tout la culture de la donnée, ça va être probablement mon plus gros challenge dans les 2 ans à venir. C'est que tout le monde comprenne bien que l'IA, ce n'est pas une baguette magique. C'est pas un blob qui va venir se plugger sur n'importe quoi dans n'importe quelle circonstance. Si les données sont pas propres et si les process sont mal écrits, de toute façon, on n'aura pas de résultats escomptés. Donc, c'est un peu le pendant du marketing sur l'IA, c'est que ça a tendance à produire cet effet baguette magique auprès des collaborateurs et des cadres, et que démystifier ça, ça fait aussi un peu partie du boulot en ce moment. De dire, attention, il y a des fondamentaux à respecter, et ensuite, quelqu'un qui est bon, il sera meilleur, mais si à la base on n'est pas bon, on ne fera pas de miracle. T'as du coup des peurs en tête ou des convictions du coup avec que tu voulais aussi partager là sur qui sont vraiment remarquables en fait. Donc je pense que ça va être intéressant. Alors ça va nous obliger quand même à avoir pas mal de gouvernance. Je pense qu'il y a des process qui peuvent être assez facilement automatisables. Les process vraiment déjà bien cadrés sur lesquels les décisions sont certes un peu plus variées que juste un robot qui dit oui non. Ça va être intéressant de traiter ça avec de l'agentique. Peut-être des process à la volée ou des requêtes à la volée qu'on aurait eu du mal à faire dans le passé, ça va être beaucoup plus facile à faire. Là, SAP a présenté, OK, vous voulez savoir quel chiffre d'affaires a été fait avec tel fournisseur, dans telle circonstance, dans tel cadre, et tout, etc. Là où avant, dans certains systèmes de gestion, vous aviez quand même une extraction à construire ou un tableau ou un cube à configurer ou à préparer. Là, c'est assez fluide, vous faites ça en langage naturel, vous pouvez déléguer ça aussi un peu plus facilement. Ce qui veut dire aussi que dans la manière dont vous managez vos collaborateurs, vous ne devez pas le traiter exactement de la même façon. Donc ça ouvre quand même des perspectives vraiment intéressantes. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment les collaborateurs s'approprient ce type d'outils. Alors effectivement, c'est un peu le côté agile où on est en cours de projet, on pense des process, de la data, et en permanence on se remet en cause en permanence en disant la cible elle est mouvante en fonction des capacités et comme tu le disais, on peut dire des grandes promesses avec des processus de bout en bout où il y a beaucoup d'automatisation à faire travailler des gens multi-sociétés, des sous-traitants et d'avoir des workflows d'automatisation de nouvelle génération avec des vrais gains de productivité. Donc, là, on a une journée prévue la semaine prochaine, le 3 juillet, avec SAP, une journée entière dédiée à ça. On a présélectionné un certain nombre de use cases, un certain nombre de cas d'études à étudier avec eux conjointement pour essayer déjà, avant même le go live du projet, de déjà poser les fondations à la fois sur des use cases pendant le projet, notamment par exemple sur les sujets de migration, sur les sujets d'automatisation simple, et aussi par exemple sur tout ce qui est autour du documentaire. Et après le projet, de continuer à explorer les nouvelles capacités. Donc merci pour le challenge. Alors du coup, la vie n'est pas facile pour nos consultants aussi, voilà, on est challengé en permanence. C'est aussi les nouvelles façons de gérer des projets où voilà, on se remet en cause, où les solutions évoluent, où on challenge les solutions overnight en disant on a dit ça, tiens, mais Claude pense différemment. Qu'est-ce que tu en penses? Un sujet intéressant, c'est ça, c'est que c'est parfois difficile de naviguer dans la doc SAP. Je pense qu'il doit y avoir 3 millions de pages dans ce truc. Donc là, on va activer Joule for Consultant incessamment sous peu. Et en attendant, on avait créé une requête assez avancée, un prompt assez avancé avec Claude Pro pour aller taper directement dans la base pour aussi à la fois prévoir des cas d'usage, des questions, des réflexions, quelquefois challenger des consultants. Donc, souvent.
avec des effets intéressants. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est assez agréable côté client maintenant, c'est d'avoir cette liberté, en tout cas, de pouvoir accéder un peu plus facilement à la doc. En tout cas, moi, j'apprécie énormément parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps et on arrive à pré-arbitrer un certain nombre de choses. Donc, on s'est quand même économisé, je pense, pas mal de séances d'aller-retour et autres comme ça, de part et d'autre. Donc ça, c'est vraiment l'aspect important, je pense, de ce type de techno. Bah, merci Thibaut. Donc c'était Donner Slide. Donc merci pour ce projet passionnant, hein, de transformation avec un bon, on aime ça, hein, des vrais projets de transformation avec une ambition. On se le dit, derrière il y aura un avant et à nouveau le triangle avant et après le projet. Des questions du coup à poser à Thibaut de la salle, donc avant dans les 5 minutes qui nous restent. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Hyper intéressant d'avoir des retours très concrets d'une ETI industrielle. Ma question, c'est plus sur la conduite du changement, parce que c'est un gros axe, j'imagine, dans une ETI avec des managers qui ont leur pratique, qui ne veulent pas changer. Quel a été le facteur clé de succès qui vous a permis de les embarquer dans la transformation voilà, la leçon que vous avez apprise après avoir essayé de les embarquer, c'est pas dû être facile. Donc, qu'est-ce qui a permis d'influer le changement? Merci. Dans mon cas, les plus grosses réticences, c'était plutôt les directeurs. Les managers, à la fin, c'est souvent ceux qui galèrent le plus. Donc, je pense qu'une fois qu'on arrive à démontrer avec des exemples assez simples ce que peut être leur vie de demain, on arrive à les embarquer assez vite et on a été assez surpris parce que finalement, le métier participe quand même beaucoup. Là où quelquefois, une des difficultés pendant ces projets-là, c'est de mobiliser le métier qui est souvent qui a déjà des journées interminables. On arrive quand même à les mobiliser parce que je pense qu'ils comprennent bien maintenant ce que pourrait être leur quotidien du lendemain. Je pense qu'il faut vraiment rester assez terre à terre et concret sur ce que ça va leur apporter et sur ce que pourrait être leur avenir, et ils vont être embarqués. Là où c'est plus difficile, c'est pour les directeurs parce que les structures de pouvoir changent, l'influence change, et donc là, forcément, là, c'est un peu plus politique, c'est un peu moins agréable aussi à faire, mais ça fait partie du boulot. Et après, tout ce qui est collaborateurs et salariés, sincèrement, enfin, c'est comme les managers. En fait, ils ont conscience de ce qui dysfonctionne. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre sur ce qui dysfonctionne. Il y a juste besoin de les convaincre sur ce que ça va leur apporter. Et finalement, assez rapidement, on désamorce les craintes. En prod, on a un petit sujet parce qu'aujourd'hui, la prod n'est pas informatisée. Donc, le fait de devoir faire des saisies, le fait de devoir dire j'en ai produit X, j'en ai Y au rebut, etc. Évidemment, c'est des trucs tête à terre, mais qui peuvent poser problème. Mais de la même façon, c'est OK, on sait qu'on te demande une contrainte, mais voilà à côté ce que ça va changer pour ton quotidien demain. Et en fait, malgré tout, dans l'ensemble, les collaborateurs sont de bonne composition, hein, donc ils sont pragmatiques. Si demain ils savent qu'ils vont gagner plus que ce qu'ils vont perdre, ça va. Ça demande d'être proche des gens, je pense. Moi, je vais régulièrement voir un peu tout le monde. On fait aussi des enquêtes régulièrement avec la com interne. On va voir les collaborateurs, on prend la température très régulièrement. On essaye aussi d'avoir des infos. De temps en temps, je dis ça, il faut être un peu un poulpe. Il faut aussi avoir les infos underground, les infos pas officielles, pour être bien sûr de savoir ce qui se passe et de savoir comment c'est ressenti, parce que souvent vous expliquez un truc au premier étage, ça descend pas au deuxième. Hein. Donc si vous vous assurez pas à la fois de faire la communication directe avec l'ensemble des strates et que les gens vous connaissent. Moi, j'ai des salariés de temps en temps qui viennent me voir directement, me dire voilà, nous il y a tel truc, on a telle difficulté, ok, on prend note. Ça fait aussi partie des communications après qu'on fait en reprenant ce point-là et en explicitant ce point-là. Voilà. Après, c'est vraiment intéressant quoi, de faire ce travail-là. Question encore? Oui, merci pour la présentation. Une question, j'ai compris que vous n'aviez pas fait le Go Live. Et comment est prévu le déploiement? Parce que vous avez a priori énormément de sites. Vous avez prévu des batchs site par site. Alors, on n'a pas beaucoup de sites de production. On n'en a qu'un seul, ce qui déjà limite une partie du problème. Par contre, effectivement, on a beaucoup de métiers. On a pris l'option suicidaire, c'est de faire tout en même temps.
Donc on déploie la prod, la log, le commerce, tout l'AVC, donc la configuration avancée, etc. en même temps. Mais parce qu'en fait, comme nos projets sont très intégrés et que toutes les sociétés sont liées entre elles, c'est très difficile finalement d'allotir. Donc on a en gros, ce qu'on n'a pas pris dans le périmètre, c'est que toutes les PME qu'on a rachetées récemment, il y en a une dizaine, on les a sortis du périmètre pour l'instant, pour faire des projets d'intégration à futur. On a pas mal de sociétés un peu financières, des CI, des SP, des SAS divers et variés. Ça, on les a allotis différemment. Et par contre, les 13 sociétés opérationnelles, vraiment, c'est un big bang à deuxième trimestre de l'année prochaine. Mais effectivement, c'est sportif. J'espère pas suicidaire quand même, parce que... Bonjour, merci pour votre témoignage. Je rebondis sur la collecte du savoir-faire. Quand vous disiez Jean-Claude est le seul à savoir comment on traite tel dossier, etc. J'aimerais savoir comment vous avez abordé ce problème spécifique de la collecte du savoir-faire. Déjà, un des sujets, ce dont on s'est rendu compte souvent, c'est que, après moi j'essaie souvent de travailler comme ça, c'est quand j'ai fait ma découverte, on avait énormément de problèmes en production et c'est depuis la production en fait qu'est né le projet, puisque c'est eux qui voulaient d'abord s'informatiser. En fait, on s'est rapidement rendu compte que déjà les données d'entrée étaient pas du tout uniformes, que les bureaux d'études travaillaient pas du tout de la même façon. Donc on a vraiment pris le sujet entité par entité, bureau d'études par bureau d'études. On a mis en place un bureau des méthodes avec lequel on a travaillé justement pour rationaliser la manière dont ils travaillaient, dont ils dessinaient les données de sortie, tous les extractions de plans, les extractions de listes, etc. Et en fait, on a réappliqué cette même méthode un peu à tous les services, les uns par un. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que 5 consultants avec moi. C'est parce qu'on prend vraiment le sujet, je ne vais pas dire tête par tête, mais presque. C'est-à-dire on va vraiment au plus près pour d'abord formaliser les process tels qu'ils sont. Souvent, au milieu de chemin, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, pour essayer de les changer tout de suite. Et c'est des interviews individuelles, c'est des ateliers. On n'a pas d'autre choix que d'aller, entre guillemets, avec son bâton de pèlerin, prendre les sujets un par un. Et je pense que c'est le danger, quand on a une ETI, c'est de s'exonérer des ressources nécessaires pour faire ça. Parce qu'en fait, c'est un boulot de titan. Parce qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, si on n'avait pas mis les moyens, justement, côté métier, en tout cas, côté triangle, d'avoir des collaborateurs qui font ça et qui sont dédiés à ça pendant un temps et pendant le temps du projet, je pense qu'on se serait pris les pieds dans le tapis une paire de fois. Et ça, vraiment, il faut faire très attention parce que les règles non écrites, il y en a un milliard. Et le seul moyen, c'est d'y aller sujet par sujet. Il n'y a pas d'alternative. Merci. On va finir. S'il y a une question, je pense que Thibaut, tu peux y répondre sur le stand SAP. Donc comme ça permet de clôturer. Donc merci à tous, merci Thibaut.